Dans cette seconde interview, je discute avec Edwige Mazel. Edwige est formatrice, elle a sa propre formation en hypnose rapide sur Paris. Elle est également, bien sûr, praticienne en hypnose. Vous pouvez la retrouver sur Facebook sur Ose Hypnose Thérapeutique Edwige, Ose H''OSE. Et vous la voyez aussi notamment sur Network, où elle anime des live Hypnose Playground. Donc je vous invite à aller la suivre parce que son parcours est super intéressant. Elle est également autrice, je ne sais plus trop comment on dit. En tout cas, elle vient de finir d'écrire un livre que j'ai hâte de lire, son premier roman. Donc dans cette interview, on va parler de plein de choses différentes. On va parler de légitimité, comme d'habitude, de l'échec, du fait d'être une femme, d'être jeune dans ce milieu, etc. Je vous laisse découvrir cette interview et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonjour Edwige, merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Alors comme je te disais, moi j'avais pour envie de faire un podcast avec Julie sur tout ce qui est légitimité et échec, notamment destiné aux nanas, parce que finalement on se rend compte qu'il y a peu de nanas qui osent par rapport à toutes les personnes qui se font former. Il y a beaucoup plus de filles en formation, beaucoup moins en formateur. Et finalement il y a un truc qui se joue au niveau du féminin dans le fait qu'on n'ose pas trop, ou qu'en tout cas qu'on ose moins que les hommes. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Je comprends ce truc-là. Je l'ai beaucoup vécu, moi, en faisant du coaching en hypnose de spectacle, parce qu'en hypnose de spectacle, il y a énormément d'hommes. Ouais. Il y a très peu de femmes en France qui font de l'hypnose de spectacle. On est 3, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, là, je le remarque très souvent, moi, ce truc-là, que, en tout cas, la position haute, qu'on pourrait appeler position haute, ou le succès va mis aux hommes dans ce milieu, et pourtant, il y a plus de femmes en formation. Mais pourtant, moi qui fais des formations d'hypnose rapide, j'ai beaucoup de femmes, de plus en plus en tout cas, qui se libèrent, hein, ça fait du bien d'ailleurs. Mais on dirait presque qu'il y a une façon de pratiquer pour les hommes et une façon de pratiquer pour les femmes. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux. Ouais, Pas carrément. pratiquer, quoi. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de t'avoir, parce que justement, il y a très peu de nanas qu'on voit en plus en hypnose de rue, quoi, ou de scène, ou de spectacle, ou en hypnose rapide. Ouais, il faut dire que j'ai un profil, j'ai peut-être un profil de mec aussi, un petit peu, mais c'est vrai que de toute façon, je le pose dans mon cadre, dans mes séances de thérapie. Je suis un peu réputée pour ça aussi, je pense, pour mon côté un peu punchy, un peu ça bouge. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de nanas qui se libèrent de ça, qui aient le droit d'être comme ça, parce que finalement, on a aussi besoin de ça. En hypnose, on a aussi besoin de rigoler, on a aussi besoin de vivre des moments dingues et cool à la fois, surtout en thérapie où ça peut être vite tragique, où ça peut être vite important, un peu de provoque, un peu de tout ça. Et c'est vrai que bizarrement, les femmes s'approprient moins ce truc-là. Moi, je trouve ça vraiment dommage. J'essaye de changer ce truc-là à mon échelle, petit à petit, mais ça me fait du bien de savoir que quand même, j'en vois qui osent, en fait. Ouais, c'est ça. Simplement qui osent et qui se disent, voilà, je pense que ça vient aussi du fait que, ça doit venir aussi du fait de, si on reprend Freud quelques minutes, du côté un peu maman, qui est plus englobant, tout ça, et l'homme, c'est plus celui qui pose les limites, alors qu'en fait, c'est un peu surfait à notre époque, tout ça. En tout cas, moi, j'aime bien briser les codes là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une énergie plus masculine, le truc de l'action en fait, le go. Et c'est dommage que les nanas développent pas, parce qu'on les a tous finalement, ces énergies masculines, féminines en nous, mais on les développe pas. Donc, et moi qui ai aussi un peu ce côté punchy, bon allez là, on y va, on arrête de se raconter des trucs. C'est cool de voir qu'il y a d'autres filles comme ça, quoi. Ouais, et puis en plus, l'hypnose de spectacle en France aujourd'hui, on voit de tout, on voit des choses qui font peur. Même moi, des fois, je suis un peu émerveillée en me disant waouh, qu'est-ce qui se passe? Et cette extrême position haute et cette extrême position basse, qui pour moi sont le sentiment d'impuissance de je serai jamais légitime et la toute puissance de je suis un gourou. Surfer entre les deux, je pense que c'est important dans une pratique. Puis on évolue, puis on se rend compte qu'il y a des moments où on est tout en haut, des moments où on est tout en bas. Et je crois qu'avec le temps, ça ne change pas ce truc-là. Je pense que tant qu'il y a les deux, ça va en fait. Quand on est bloqué dans une des deux positions, ça pose problème. Et c'est dommage parce que du coup, il y a plus de femmes qui sont dans le sentiment d'impuissance et plus d'hommes qui sont dans la tous-puissance. Mais c'est un peu générationnel aussi, j'imagine. Ouais, peut-être, ouais, en effet. En fait, du coup, je suis en train de me rendre compte, j'ai commencé comme ça à l'arrache, mais en fait, c'est pas grave, je reprends en arrière. Si tu veux te présenter déjà, nous dire qui t'es, ce que tu fais. D'accord, je m'appelle Edwige, j'ai 27 ans, ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'hypnose. Alors moi, là, j'ai découvert l'hypnose au début parce qu'un jour, j'ai vu un spectacle d'hypnose où ma sœur est montée sur scène. C'était sur un bateau, une grosse croisière, et en fait, on l'a hypnotisée en anglais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a compris juste le mot slip,
Mais elle n'a pas compris le reste, quoi. La personne l'a sortie de scène et en fait, elle est restée endormie pendant tout le spectacle. Ce qui a créé une grosse panique où ils ont fait venir la police puisque c'était un bateau américain. Et l'hypnotiseur, ce jour-là, qui est venu pour réveiller ma sœur, m'a demandé de traduire en fait pour ma sœur. Je devais avoir 12 ans, donc j'étais quand même super jeune. Ce jour-là, cet hypnotiseur m'a dit tu sais hypnotiser, un jour tu feras ça. Bon, ça m'était resté un coin de la tête, mais en vrai, pas tant que ça, quoi. Moi, j'étais surtout impressionnée par le fait qu'il y avait un homme de 2 mètres et de peut-être 150 kilos, vraiment un vrai Américain, quoi. Et pour $1 million, il ne savait pas dire son prénom. Et moi, je trouvais ça fascinant. Ça m'avait marqué, ce truc-là, et je me suis dit, waouh, on peut vraiment faire des trucs comme ça, mais j'aurais jamais pensé que c'était un métier à cette époque ou que c'était possible, en fait. Et puis, je me suis dit, je vais faire de l'hypnose de spectacle. Sauf qu'à l'époque, pour faire de l'hypnose de spectacle, ce n'était pas très connu, en tout cas. Ce n'est pas accessible. Moi, je débutais, je suis tombée par hasard sur une affiche d'hypnose. Et pour faire de l'hypnose de spectacle, il fallait avoir un praticien en hypnose. Donc, à la base, moi, j'ai commencé l'hypnose en thérapie pour faire cette fameuse journée de spectacle. Tu fais l'inverse de tout, quoi. C'était assez tragique au final. J'ai rien appris ce jour-là. Et puis d'un coup, je me suis dit, c'est génial, on peut faire des tonnes de choses. En fait, l'hypnose, c'est incroyable, ça n'a pas de limite. Et je suis rentrée là-dedans. Puis après, il y a eu la PNL qui est venue. Et puis, j'ai fait une école de commerce à côté pour faire plaisir à mes parents, pour être honnête. Mais mon chemin était déjà tracé, je pense. Et puis, j'ai fait les deux. J'ai fait beaucoup de formations dans beaucoup d'écoles différentes. De l'énagramme, de l'EFT, de l'EMDR, enfin, bref, tout ce qu'on peut trouver dans le milieu aujourd'hui. Et puis, l'hypnose, c'est devenu un petit peu mon évidence. Le truc un petit peu qui fait qu'on peut faire de la thérapie tout en s'amusant. Et puis, j'ai eu la chance de faire de l'hypnose de rue assez vite. Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment motivée et qui fait que j'ai un style peut-être un peu différent des autres filles, je pense aussi. Simplement parce que moi, c'est la rue qui m'a faite, pour le coup. C'est les échecs dans la rue, c'est les rejets, c'est les moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on ne sait même pas ce qui se passe en vrai. On a suggéré quelque chose, il se passe un autre truc. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fière d'être thérapeute parce que je trouve ça très sérieux et je trouve que ça répare sûrement une partie de moi aussi. Et puis, il y a une autre partie de moi qui est très contente de coacher des hypnotes spectacles, de faire de l'hypnose amusante aussi. Sans forcément que l'autre soit un cobaye. Ça, c'est super important aussi parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi. Je ne suis pas forcément pour. Donc, c'est essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Et du coup, moi, je fais les deux. Maintenant, ça fait 5 ans que je forme à l'hypnose rapide. Cette année, je commence à former en hypnose pour Génération Formation à Montpellier. Je suis plutôt contente de ça. En tant que femme et à mon âge, c'est plutôt rare. Et du coup, j'espère continuer dans ce milieu-là et puis découvrir plein de choses, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Trop chouette. Et donc, du coup, tu dis que toi, c'est vraiment le côté street, rue, qui t'a mis face à plein d'échecs, parce que j'imagine, enfin, moi, j'en ai fait un tout petit peu, c'est vraiment pas ma passion. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais... Je dirais qu'il y a plusieurs types pour moi, il y a plusieurs types de peurs. Il y a le fait d'avoir peur de l'hypnose, de ne pas comprendre bien l'hypnose. Et déjà, l'hypnose, en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est, donc c'est logique d'en avoir peur. Je trouve ça assez normal. Et puis, il y a la peur d'être thérapeute. Je trouve que c'est deux peurs qui sont différentes, en fait. C'est pas la même légitimité pour moi. En tout cas, moi, ma peur de l'hypnose, je l'ai affrontée dans la rue en devant faire des phénomènes hypnotiques assez incroyables en 2 minutes. Et quand on a des clients résistants au début, qu'on se dit, tiens, on va jamais réussir à lui faire une séance, en fait, quand on est dans la rue, au bout d'un moment, on ne se pose plus ce genre de questions. On arrive à faire rentrer en transe quelqu'un en 1 minute, on lui fait faire des trucs extraordinaires. Du coup, quand on a des clients après qui viennent en disant j'ai peur de l'hypnose, on a traversé ce truc-là, quoi. On peut avoir des problèmes de légitimité sur le côté de thérapeute, mais sur l'hypnose en elle-même, en tout cas, moi, les peurs que j'avais, c'est les rejets, c'est les moments où dans une journée, je prends 30 personnes et sur les 30, il y a des jours où tout passe, il y a des jours où rien passe du tout. Et des fois, il n'y a même pas de rapport avec moi. Des fois, ce n'est pas la journée, ce n'est pas le moment. Des fois, c'est les gens qui sont là. Ça remet beaucoup les choses en perspective, en fait. On ne sait plus trop qui est dans l'échec. Et moi, je trouve que c'est une belle idée de se dire que parfois, c'est nous. Parfois, ça n'est pas. Hein. Parfois, c'est juste pas le bon moment, pas la bonne personne, pas le bon accompagnement. Et je trouve que ça fait du bien de relativiser un peu aussi là-dessus, quoi. Ouais, c'est prendre un peu de recul et se dire que c'est pas que nous, quoi, en mode hyper puissant. Ah merde, j'y arrive pas, quoi. Voilà. Puis le côté sauveur, généralement, quand on commence en thérapie, on l'a tous un petit peu. On n'est pas là pour rien, généralement. C'est vrai. Donc, il faut le travailler, ce truc-là, déjà. Et puis, je trouve qu'il n'y a rien de plus légitime que finalement se poser la question si on l'est ou pas. Pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Je trouve que quand on débute dans l'hypnose, s'il y a des moments où on ne le sent pas, c'est peut-être juste bien de le dire. Soit de se faire accompagner pour ça, soit de se faire superviser pour ça.
soit de passer la main, en fait, parce que c'est vrai qu'on a quand même des êtres humains en face de nous, complexes. Les problèmes sont complexes. Plus on apprend, plus on se rend compte à quel point c'est complexe. Et même si l'hypnose est un outil qui pourrait ressembler à de la magie, et on peut faire de la magie aussi, la magie, des fois, ça ne suffit pas, en fait. C'est très joli, hein, cette histoire de séance magique, et ça marche parfois, c'est merveilleux. Mais quand c'est du changement concret dans la vie des gens, des fois, ça ne suffit pas, quoi. Enfin, ça fait un joli pansement, ça marche un petit peu, mais ça dépend à quel endroit, si on s'attaque à du comportemental, si on s'attaque à de l'identitaire. Enfin, moi, c'est vrai que ma façon d'accompagner a complètement changé avec le temps. Avant, j'étais plus sur du comportemental, donc c'était 2-3 séances. Maintenant, je fais des accompagnements long terme. Donc, j'ai complètement changé ma vision des choses aussi. Pour moi, un échec dans une séance, ça peut être un cadeau pour la séance d'après, par exemple. Ah, c'est joli, ça. J'aime beaucoup. Beaucoup stylé. Parfois, un échec, c'est aussi montrer à l'autre qu'on est humain. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus fort, finalement, que de dire à l'autre, écoute, là, ton problème, il est énorme et je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et ça fait du bien à l'autre, en fait. Ça m'est arrivé de dire des choses comme ça aussi, et ça détend tout le monde, en fait. Ça calme tout le monde. Non, donc si quelqu'un vient avec un problème de légitimité et que moi j'ai des problèmes de légitimité, ça va être emmerdant pour la séance. Ça va être un petit peu compliqué. La confiance, c'est la même chose. Pour moi, j'appelle ça des gros mots. La confiance, la légitimité. Parce que c'est des mots qui ont tellement de sens. Dans un contexte, c'est pas le même sens que dans un autre. Les gens, ils viennent avec ces problèmes-là aussi. Je me sens pas légitime. Oui. Moi, j'ai tendance à dire que ça demande un peu de travail sur soi, du coup. Tout simplement. Et des fois, c'est pas plus d'information, de formation. Des fois, c'est juste aller voir un thérapeute et aller travailler sur sa légitimité, quoi. Ouais, je pense que c'est important et qu'on le dit peu, en fait. Ça me paraît assez fou, moi, des fois, que quand j'ai formé, il y avait très peu de stagiaires, finalement, qui allaient voir des gens pour eux-mêmes, alors que des fois, ils te balancent des problèmes et ils pensent que c'est la formation qui va régler le problème. C'est genre, je te balance le truc énorme pour une séance de 20 minutes parce que l'autre, c'est en train de s'entraîner ou quoi. Et Oui, j'ai souvent vu ça et puis je trouve que dans la plupart des écoles, en fait, il y a beaucoup de formateurs qui n'ont jamais été suivis. Donc ça donne une impression que faire une semaine, enfin pour moi, faire une semaine, c'est normal qu'on ne se sente pas légitime au bout d'une semaine. En vrai, il y a des gens qui viennent des fois avec des histoires de bons groupons à 50 € et qui me disent je ne me sens pas légitime. Oui, ça m'inquiéterait. Heureusement. Heureusement, mais je connais aussi des gens qui sont très avancés dans ce milieu, qui sont très réputés et qui se posent encore des questions de légitimité. Et je crois que heureusement, en fait, parce que sinon, on rentre dans ce truc de toute puissance. Et je ne crois pas que ce soit le meilleur endroit en tant que thérapeute pour être là-dedans, en fait. Même s'il y en a qui le cherchent inconsciemment ou consciemment. Dans le spectacle, on ne voit que ça, en fait. Le monde du spectacle, c'est pour ça que c'est aussi, il y a une guéguerre entre les deux. C'est dommage, il y a plein de choses à prendre des deux. Sure. Mais pour avoir rencontré pas mal d'hypnos de spectacle qui restent persuadés qu'ils ont un don, et c'est pas juste un blabla pour faire marcher le public, non, c'est réel, c'est un petit peu inquiétant quand même. Donc moi, je préfère les gens qui ont peur de l'échec que les gens qui pensent qu'ils vont toujours réussir. Ça me rassure plus en tant que... Ouais, encore une fois, c'est une histoire de degré. Si ça te bloque, c'est tellement fort que ça te bloque, tu fais plus rien, c'est dommage, mais c'est bien d'en garder une part, quoi. Ouais, et puis on n'est jamais à l'abri d'avoir un client qui remet tout en question. Mais bien sûr. Ça arrive souvent d'ailleurs. Et c'est le moment où tu es en grande confiance que ça arrive. Et voilà, et puis ces clients-là, c'est des cadeaux aussi pour nous, pour notre évolution en tant qu'humain. Enfin, je veux dire, on est des humains, on a des humains en face de nous, tout ça est très complexe. Et déjà, un humain tout seul, c'est complexe. 2 humains ensemble, c'est encore plus complexe. Si en plus on regarde ce qui joue au niveau relationnel, pour moi, connaître ses failles, c'est pas les nier, c'est juste les connaître en fait, puisqu'on en a tous. Et accepter d'en avoir, c'est aussi accepter que l'autre en ait. Mais moi, ce qui me pose problème dans la légitimité, c'est que finalement, en se disant ça, en se disant qu'on n'est pas légitime et qu'on attend quelque chose de l'extérieur pour nous dire qu'on l'est, c'est un peu le message qu'on véhicule à nos clients aussi, en fait. Qu'ils ont besoin qu'on les valide dans le fait qu'ils sont légitimes. Et du coup, c'est un cercle sans fin où on attend toujours que l'autre nous donne ce que nous, on pourrait se donner nous-mêmes. Et là, ça devient vicieux, en fait. Là, ça devient un truc un peu infini où on ne sait plus qui doit valider qui, en fait. Est-ce que c'est le client qui doit valider qu'on est des bons thérapeutes ? Et si oui, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi ? Voilà, il doit changer vite. Est-ce que ça, c'est horrible. Ouais, voilà, qu'est-ce que c'est une bonne séance réussie ? Moi, avec le temps, je remarque que je suis contente quand j'ai un accompagnement long terme où il y a du changement. Et je me rends bien compte que ça prend du temps, que des fois, il y a des échecs, que des fois, il y a des trucs qui n'ont pas été compris, que des fois, les clients, ils s'en vont en colère.
Des fois, ils s'en vont en colère, ils reviennent, ils sont super contents. Des fois, ils s'en vont tristes, ils reviennent, ils sont en colère. Enfin, en soi, entre ce qui se passe dans la séance, ce qui se passe après, la vie en elle-même, et puis des clients qui ne rappellent jamais. Ouais. Et puis pourtant, qui quelques années plus tard nous disent qu'ils étaient très contents. C'est compliqué ce métier, hein. C'est pas un truc à prendre. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui se forment. Et comme tu l'as dit, entre ceux qui se forment et ceux qui réussissent à en vivre, pour moi, il y a un écart. Il y a un gap énorme. C'est un super métier, magnifique, mais beaucoup de gens pensent que c'est simple. Ça l'est pas. Est-ce que c'est parce qu'on vend aussi un moment dans les écoles? Le truc de en 20 jours, tu vas être formé et tu vas avoir un diplôme. Enfin, moi, l'école dans laquelle j'étais, où je formais, mais je devenais dingue, en fait. De base, ils leur vendaient ça. En 20 jours, vous avez un métier. Non. Encore 20 jours, ça va. Hein. J'ai des écoles où ils te disent en 5 jours, tu peux commencer à faire des séances de thérapie. Quand je pense à des trucs comme des anneaux gastriques et tout, où des fois, il y a des gens, ils tentent des séances d'anneaux gastriques au bout de 10 jours de formation, sans présentiel, par exemple. Donc, avec encore une fois, c'est le même débat avec les scripts. C'est-à-dire que les scripts, ça peut être génial pour apprendre, ça peut marcher très bien. Ça ne marche pas sur tout le monde, c'est tout. En fait. Le problème, c'est quand on croit que c'est efficace pour tout le monde et que ça remet en cause notre légitimité. C'est toutes ces questions-là, en fait, c'est un monde particulier, la thérapie. Parce on commence à être beaucoup. Et comme tu le dis, entre ceux qui se forment, ceux dont on entend que c'est bien, ceux que moi, je conseillerais d'aller voir, malheureusement, il y a quand même un grand écart de chiffres. Et puis, faire que de l'hypnose aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour les problématiques? Est-ce que toutes les problématiques suffisent à rentrer dans la case hypnose? Pour moi, l'hypnose, c'est le truc le moins palpable qu'il y a dans les outils de thérapie alternative. La PNL, c'est assez cadré en soi. Le FT, il y a plein de choses qui sont quand même cadrées, l'énéagramme. Mais l'hypnose, c'est un truc, c'est comme le vélo, en fait. C'est-à-dire que c'est comme l'équilibre sur le vélo. En fait, on ne sait jamais vraiment ce que c'est d'être en transe. Chaque personne a une transe différente. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un cadre qu'un outil. C'est pour ça que, en tout cas, moi, je le propose comme ça. Pour moi, c'est mon cadre de séance. Ouais. Et à l'intérieur, j'utilise plein d'autres outils. Il y a l'hypnose qui est tout le temps là, mais pour moi, c'est plus un état d'esprit. C'est pas palpable, ce truc-là, en fait. Si on arrive en hypnose de rue et qu'on sait que la personne, elle va marcher sur la Lune parce qu'on y croit, et on y croit tellement que rien va nous faire douter de ce truc-là. L'autre va y croire et ça va suffire à ce que ça marche. J'ai tendance à croire que l'hypnose, c'est peut-être juste en fait croire que les choses sont possibles. Du coup, si ce n'est que ça, ça devient un petit peu compliqué de savoir où ça commence, où ça s'arrête, qui déclenche quoi. Pour moi, chaque personne est responsable de sa transe. Donc, est-ce que je peux mettre quelqu'un en transe? C'est une drôle de question. Ça veut dire que tu es responsable de la transe de l'autre, donc tu es responsable de l'autre. C'est un sacré bagage de porter ce truc-là dans une séance. De se dire qu'on est responsable du problème de l'autre, responsable de la transe de l'autre, responsable de sa résolution. Ouais. Des fois, on se retrouve avec des gens qui viennent avec des problèmes qui vont changer toute leur systémie, leur vie de famille, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça peut créer des vraies questions de valeur, de trucs qui résonnent. C'est difficile de cadrer ce truc-là. Hein. Ouais. Je trouve que c'est très égotique de penser qu'on est responsable du changement de l'autre, de son problème, de ce machin. On a notre responsabilité dans la séance. Moi, je sais que ma responsabilité est surtout sur mon cadre. Vraiment, là, c'est le cadre, le lien, le rapport, le machin. Mais il y a un moment, je ne peux pas changer la place des gens non plus, et j'ai pas envie, en fait. C'est sûr que c'est pas une posture qui est très agréable. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que du coup, la légitimité, elle rentre en compte dès le début. Je crois que c'est nos croyances personnelles qui font que, en tout cas pour l'hypnose, j'ai vraiment l'impression que les plus grosses résistances qu'il y a en séance, ça vient pas du sujet, ça vient de nous. Parce que quand les gens viennent pour de l'hypnose, si on recadre bien les choses au début, si on sait ce qu'ils attendent et qu'on va dans leur sens, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais nos doutes à nous sont souvent les limites qu'il y a dans les séances, pour moi. En tout cas, moi, je l'observe. J'aime bien cette phrase qui dit il n'y a pas de mauvais sujet que des parties qui n'ont pas encore été accompagnées. Moi, j'aime bien le voir comme ça, en fait. Et des fois, il faut un certain temps pour créer de la confiance, pour observer à quel endroit le client a peur, parce qu'il a peur, en fait, aussi, le client. Que ce soit de l'hypnose ou pas, d'ailleurs, c'est normal qu'il ait peur. C'est légitime. Du coup, nous, on peut avoir peur aussi. Puis là, si tout le monde commence à avoir peur, c'est compliqué de faire une séance comme ça. En plus, si on a peur d'échouer dans la séance, plus l'hypnose,
sacrée pression, hein. Et je sais qu'il y en a plein qui vivent avec ce truc-là. Et je me demande comment ils arrivent à pratiquer, en fait, parce que ça doit être en fait, chaque séance devient hyper lourde. Parce que 8 si tu as séances peur dans la d'échouer, semaine. alors en plus, il y a différentes peurs d'échouer. Il y a la peur d'échouer dans par exemple, un phénomène hypnotique, j'arrive pas à le passer, ou mettre en transe, tu disais la peur de l'hypnose, mais après, il y a toute la peur et s'il change pas? Et si je lui fais raquer 80 balles alors qu'il n'a pas changé? Et il y a Oui. encore cette idée et ce que tu disais au début que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, c'est vrai qu'on commence en se disant, allez, je vais faire une, deux, trois séances à tout casser avec les gens, et déjà trois, c'est beaucoup. Et moi, c'est pareil, j'ai arrêté ça. Maintenant, c'est autant que besoin, quoi. Oui, mais parce que je pense qu'au début, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est un peu un outil magique. Et Mm. ça a des super côtés aussi. C'est génial de faire des séances d'hypnose pure, magique, où tout est merveilleux et l'inconscient fait tout. Et j'adore ces séances-là. Mais je ne crois pas que ça marche pour tout. Je crois que c'est merveilleux, que l'hypnose est un des rares outils qui nous permet de vivre ce truc-là. Mais être accompagnant, c'est encore autre chose, quoi. C'est avoir conscience que le client, des fois, il va réussir et puis peut-être la séance d'après, il va revenir dans un état pire que la fois d'avant et que ça ne veut pas dire qu'on a échoué. C'est peut-être aussi les phases que le client a besoin de prendre. Enfin, des fois, un accompagnement, ça se passe mal et à la fin, la personne, elle change à la dernière séance, à la dernière minute et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais rien, en fait. Il n'y a rien qui est Ah raté, en ouais. fait. Oui, ça Euh, arrive souvent le truc où tu dis, mais qu'est-ce que je fais à cette séance? Ça fait je sais pas combien de fois que je le vois, je sais plus où je vais, je sais plus où il est. Et il ouais. arrive, et tout a changé. Et tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que plus on lutte contre ça, plus on lutte contre l'idée que c'est nous qui faisons la séance totalement, plus ça pose de... En fait, le client, je pense qu'il ne se pose pas autant de questions. S'il est là, c'est qu'il nous trouve un petit peu légitime. Ou alors, il nous le dit généralement. Ouais. Mais après, c'est aussi le truc il nous trouve légitime, donc nous sommes une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'on fait aussi de ce truc-là? Parce que du coup, comme on est une figure d'autorité, ce qu'on dit, ça a aussi de l'impact. Mm. Donc, c'est un juste milieu qui est très... mais je ne suis pas sûre que les psys soient forcément plus... Enfin, pour moi, un psy n'est pas plus légitime. C'est juste qu'il a fait plus d'études, mais... Pour avoir fait psycho, c'est pas ouf comme étude. En tout cas, comme apprentissage, où tu t'attends à apprendre justement plus de trucs par rapport à ce qui se joue dans un lien, dans une systémie, dans un machin. Ouais. C'est très léger aussi. Moi, j'observe que j'ai des super résultats avec des clients qui parfois ont fait plusieurs années de thérapie Ouais. ailleurs et plus rapidement. Donc je me dis, bon, il y a de tout à apprendre. C'est toujours bien de travailler sur soi. Toutes les techniques se valent en fait. Peut-être que c'est juste celles auxquelles on croit qui comptent. Ouais, Moi, et j'aime puis, bien l'idée de croire en hypnose ouais, parce j'aime que bien aussi cette idée. ça n'a pas de limite et c'est un peu magique. Et, j'aurais voulu être magicienne, j'ai pas pu, j'étais pas douée de mes mains. Donc c'est mon moyen de fréquenter la magie. Avec l'hypnose rapide, du coup, on fréquente un peu la magie, mais en soi, l'esprit humain est tellement complexe et tellement simple parfois, les deux ensemble. Je crois que les humains se retrouvent tous à un endroit dans leur souffrance. Et quand on se rend compte juste qu'on est deux humains, j'aime beaucoup l'approche de Jean Dupré dans la formation d'hypnose conversationnelle. Il m'avait dit ça un jour, ça m'avait beaucoup marqué. C'est devenu un peu ma définition de l'hypnose. Mais je crois que c'est Erickson qui l'avait dit d'abord, qui était que en fait, l'hypnose, c'est peut-être juste une conversation chaleureuse entre deux personnes. Mm. Et du coup, quand on voit les choses comme ça et qu'on arrive en séance avec cette idée-là, en tout cas, moi, le stress, je ne l'ai plus. Du coup, c'est plus une question de qui va réussir ou pas. C'est on auto-alimente la séance, on voit ce qui se passe, on rebondit, on fait des pirouettes parce qu'on est hypnotiseur. Donc, des fois, on y va au bluff. Des fois, on se plante complètement. C'est pas grave. On passe à autre chose. Et je pense que le fait d'accepter de se tromper, c'est un beau cadeau qu'on fait aux autres aussi. Mm. Parce que du coup, on autorise l'autre à se tromper aussi. Ouais, et puis, ça évite qu'ils nous prennent pour une vraie figure d'autorité, Ouais. de gourou. Après, c'est difficile, ces clients-là, quand ils ont un lien comme ça avec nous, de les laisser partir. Ou Ouais. qu'ils nous laissent Ouais. partir, du coup. Qui laisse Et partir qui à ce moment-là? Ouais, c'est. voilà, il y a des clients qu'on aime plus que d'autres aussi. Et Mm. en fait, c'est des relations humaines qu'on fait, je crois. Mm. Même si on a des outils, même si on a des objectifs, moi, je vois plus l'humain que l'objectif, en fait. Et surtout que l'objectif, il bouge tellement que entre ce que la personne veut et ce qui se passe. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contente pour autant, quoi. Des fois, il faut un petit peu de temps pour digérer, mais est-ce qu'on n'a pas tous besoin de ça aussi? Mm. T'as eu, toi, des bons gros échecs en séance, des trucs qui t'ont justement fait passer des paliers en te disant, bon, ok, ça nous arrive à tous. Alors, je ne souhaite pas que ça arrive à tout le monde, mais j'ai eu deux trucs. J'ai eu Ouais. une fois où j'ai eu un homme qui venait pour du tabac. C'était la deuxième, troisième année. Je n'avais pas beaucoup de séances au début. Je
faisais ça à mi-temps, donc c'était de temps en temps. C'était un homme, ça faisait 40 ans qu'il fumait, je crois, donc c'était pas mal quand même. Il était sur le point d'avoir un cancer, donc il fallait qu'il arrête. Et j'ai fait 4-5 séances avec lui où je me suis acharnée, comme je me suis rarement acharnée dans ma vie, à essayer de trouver des solutions à son problème. Mais un acharnement qui ne me faisait pas dormir la nuit, quoi. Ça m'était jamais arrivé de faire 5 séances sur du tabac. Du coup, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait le faire en une séance. C'est peut-être pour ça que, du coup, une séance, il y a des fois où ça marchait quand même très souvent. Bon, et puis ce jour-là, je me suis dit, c'est compliqué. Du coup, c'est peut-être pour ça que c'est devenu compliqué, je ne sais pas. Et j'ai galéré, je me suis acharnée, j'ai demandé de l'aide, j'ai commencé à me prendre la tête, j'ai été chercher des protocoles sur Internet, je les ai mélangés, je me suis dit, il y a bien un truc qui va se passer. Et puis, à un moment, j'ai lâché. J'ai dit, écoutez, on a fait 5 séances, je vous propose que là, en fait, ça m'est jamais arrivé, ce truc-là. Donc, si la prochaine séance, il n'y a pas de résultat, je vous rembourse toutes vos séances. Je lui ai dit ça. Et puis, j'ai laissé parler l'inconscient. J'ai dit, inconscient, est-ce que tu sais comment arrêter de fumer? Oui. Inconscient, est-ce que tu veux bien le faire maintenant? Oui. 10 minutes, il a arrêté de fumer. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, tu t'es acharné pour rien. Finalement, c'était peut-être toi le problème dans cette séance. Et lui, peut-être que c'est pas lui qui avait un problème, c'était toi. Et du coup, lui, il était très content. Et moi, je me suis dit, waouh. À vouloir trop en faire, en fait, à vouloir l'aider, en fait, ben, j'ai oublié que c'était lui qui avait les solutions. Je veux savoir que c'était pas moi, peut-être qu'il y avait la solution à ce problème. Mais il y a des moments comme ça où je pense qu'il y a des clients, on croit qu'on a la solution, et c'est dans ces moments-là où je me méfie le plus. Bon, en tout cas. Il y a eu ce truc-là qui m'a bien recadré. Puis il y a eu un deuxième truc qui s'est passé qui est plus tragique. Une fois, j'ai eu une cliente, je l'ai eu qu'une fois. Elle avait de gros problèmes, elle était suivie par plusieurs psys, elle faisait de la boulimie, de l'anorexie. J'ai voulu faire une séance avec elle, j'en ai fait qu'une, parce qu'après elle s'est donné la mort. Et ça remet bien les choses en question, je trouve. Parce que, évidemment, que j'ai culpabilisé, évidemment que je me suis demandé si c'était ma faute, évidemment si je me suis dit est-ce que j'aurais pu faire différemment. On n'a fait qu'une seule séance, donc c'est vrai que si je l'avais accompagnée pendant des années, ça aurait été un petit peu différent. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien recadré sur ma légitimité, sur le fait que je n'avais pas le pouvoir de dire aux gens s'ils devaient changer, s'ils allaient vivre ou pas, que je n'avais pas ce choix-là à faire pour eux, en fait. Et je trouve que ce genre de choses que je ne souhaite pas, mais en même temps qui recadre toute une pratique, je dirais, ça change la donne un peu. Sur la notion d'échec aussi. Qu'est-ce que c'est un échec? Ce qui est presque horrible, c'est que dans sa lettre, la lettre qu'elle a laissée, elle a laissé un mot pour moi. Et elle a dit que la séance qu'on avait vécue ensemble, ça lui avait fait du bien, mais que ce n'était pas assez pour vivre. Ouais. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? En tout cas, moi, j'étais jeune en plus quand ça m'arrivait, j'avais 22 ans. Ça aurait pu me faire arrêter. Hein. J'ai pensé à tout arrêter. Je me suis dit, waouh, quelle horreur. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Que puis-je faire en fait avec tout ça? Et finalement, avec le recul, je me rends compte que ça m'a rendue plus forte. Maintenant, j'accompagne les gens en les regardant et en sachant qu'ils font comme ils peuvent en fait. Je vois des gens galérer et faire comme ils peuvent. Et des fois, quand on veut plus que changer, on oublie que c'est juste des humains qui essayent de s'en sortir, quoi. Oui, on peut devenir potentiellement la résistance en fait au changement, comme tu disais dans ton premier cas. Ah, mais complètement. Je crois que souvent, c'est pour ça que je dis que quand on est thérapeute, le plus gros travail, c'était pas en fait finalement apprendre. Pas apprendre, tout le monde est capable de le faire. Pour moi, un bon thérapeute, un thérapeute que moi j'irai voir, à qui je confierai des gens de ma famille, c'est un thérapeute qui sait qui il est, qui connaît ses failles et qui est capable de les assumer en fait. Ça, c'est très recadrant, c'est très beau et c'est très rare. Un peu trop rare d'ailleurs, c'est bien dommage. Et c'est très humain en fait. Pour moi, ça peut suffire à faire une très belle séance, de juste regarder l'autre et de lui dire écoute, ce que tu as vécu, c'est horrible. Et je ne sais pas quoi te dire. Des fois, les gens ont besoin de ça. En tout cas, moi, je me rends compte que dans ma vie, mes plus belles séances, c'est des gens qui m'ont regardé et qui m'ont dit Edwige, je ne sais pas. Je me suis dit waouh. Enfin, quelqu'un qui le dit. Mais on le pense tous, mais enfin quelqu'un qui l'assume, parce que finalement, on le pense tous. Le client est paumé, des fois le thérapeute est paumé, des fois toute la séance, c'est un gros délire. Des fois, on balance des métaphores, on ne sait même pas ce qu'on raconte. On essaie de tirer tous les fils du monde et on est là, il n'y a rien qui tient là. Tu te fais balader du début à la fin et à la fin, tu fais, mais en fait là, je me suis fait balader. Ouais, et puis ça fait partie du truc, quoi.
Je sais que ceux que je considère comme les meilleurs, ils se vont balader aussi. Donc, du coup, ça me fait presque rire. Je me dis, mais moi, j'aurais plus peur de quelqu'un qui se fait jamais balader. Il y a des gens qui viennent aussi pour prouver qu'ils existent dans l'échec. Bah, ces gens-là, ils vont nous mettre en échec aussi, pas volontairement, mais ça va les... Donc, entre les schémas des gens, les nôtres, tout ça mélangé, il faut bien qu'on trouve un moyen de s'en sortir, quoi. Mais je crois que le plus grave pour moi, c'est quand on se sentir trop légitime et être complètement sûr de sa pratique, c'est plus inquiétant que de douter. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, je n'arrête pas de le dire. Franchement, tous les gens qui doutent de leur légitimité, qui doutent de leur... Déjà, intéressez-vous à tout type d'hypnose, parce que finalement, l'hypnose thérapeutique, il y a un enjeu énorme. Mais quand il y a moins d'enjeux dans l'hypnose, déjà, l'hypnose est plus simple. c'est moins dramatique, quoi. Il y a moins de... si c'est juste, viens, on vient un truc hypnotique, on s'éclate, c'est plus simple à vivre que, viens, on va revivre un traumatisme du passé. Non, mais je pense que les formations en hypnose, je peux conduire rapide ou spectacle, ce que tu veux, mais c'est essentiel pour justement dédramatiser tout ça, commencer à le prendre comme un jeu, savoir se servir de phénomènes hypnotiques dans les séances, parce que finalement, il y a plein de choses qu'on peut tirer de la scène. Comprendre que l'échec, en fait, c'est tellement vaste comme sujet. Le nombre de fois où je vais en séance, je suis super contente, je vais dans la rue, je suis super contente et tout se passe bien, et puis d'un coup, il y a un sujet, ça passe pas. Et à chaque fois, je me dis, c'est ma faute, mais pas du tout. Et après, je dis, vous avez qu'à essayer avec quelqu'un d'autre. Et là, ça passe, et je me dis, mais ça doit quand même être ma faute. Et puis, des fois, j'entends des trucs, oui, mais je pourrais préférer le faire avec un homme. Enfin, c'est des trucs, c'est des nuances qui sont tellement qu'on ne sait même pas, en fait, qu'on ne connaît même pas, que les gens ne disent pas. Et du coup, on pourrait partir en se disant, mais j'ai passé une journée horrible. Alors qu'en fait, peut-être juste au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, peut-être il y a juste tout devient merveilleux facilement, en fait. Peut-être quand l'autre il est mal luné, ou que toi t'as mal dormi, ou que c'est un jour où tu te dis j'ai pas envie, celui-là il me plaît pas, j'ai pas envie de faire une séance avec lui. Et ça nous arrive à tous d'avoir ce truc-là, de pas sentir les gens à des moments, de se dire lui ça va être une galère. Des fois on le sait, hein. Et on est humain, quoi. En fait, c'est pareil que toute relation humaine, d'après moi. Donc ce truc-là se joue. Tu considères encore que tu peux avoir des échecs en séance, toi? Et si oui, à quel niveau? Je crois que mon plus grand échec personnel, ce serait le jour où je pense que j'ai plus rien à apprendre. Ouais. Moi, j'aime bien différencier mes séances, prendre des supports, tester des trucs. J'ai un rapport à l'ennui qui est un peu particulier. J'aime pas trop m'ennuyer. J'aime pas trop que mes clients s'ennuient non plus. Donc, quand on rame un peu, des fois, je leur dis, écoutez, là, je sens qu'on rame. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter dans l'eau. On va faire un truc complètement dingue. C'est parti. Quitte à sortir complètement du cadre, c'est pas grave. Mais du coup, non, je crois pas. Parce que pour moi, c'est un échec, c'est quoi? C'est un nouveau moyen de prouver que l'hypnose a tellement de cordes à son arc qu'on rebondit, quoi. Un bon hypno, pour moi, c'est quelqu'un qui rebondit. On a testé un truc, ça marche pas, ben on teste n'importe quoi d'autre. De toute façon, quand on est dans l'imaginaire, on peut tout faire. Donc, j'ai besoin de croire que rien n'est impossible avec l'hypnose. Du coup, ouais, je m'en sers aussi pour me dire qu'il y a toujours un truc à apprendre. Nos clients les plus compliqués, c'est ceux qui nous apprennent le plus. Hein. C'est vrai. C'est nos meilleurs professeurs. Hein. Du coup, sans échec, on ne peut pas apprendre. Mais dans un monde où on a appris par l'échec, on a appris par la rectification de nos erreurs. Donc, ceux qui ne veulent pas faire d'erreurs, ben, ils n'ont pas de chance d'apprendre, quoi. C'est tout. C'est horrible, du coup. C'est un peu vicieux. Hein. On stagne très vite. Ouais. Et puis du coup, ça devient un cercle vicieux où plus tu stagnes et plus tu as peur d'avoir un échec parce que tu ne sais pas y faire face, en fait. Tu ne sais pas rebondir, comme tu dis après. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime dans l'hypnose rapide, c'est qu'on ne fait que rebondir. Des fois, on dit des trucs et la suggestion, elle est prise à l'envers. Des fois, on essaye de faire une induction et il y a une main qui se met à se lever, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas juste nous, en fait. Que des fois, il se passe des trucs qui n'ont rien à voir avec nous, même des fois, rien à voir avec la personne. On ne sait pas ce que c'est, mais peut-être que c'est l'inconscient collectif, mais des fois, c'est tellement plus grand que nous. Et on ne peut rien faire, quoi. Parfois, on dit à un client, ferme les yeux, il se met à pleurer. On n'a rien dit d'autre. Et ça, est-ce qu'on en est responsable? Est-ce qu'on est responsable des autorisations qu'on donne aux gens? Est-ce qu'ils ne viennent pas aussi pour qu'on les autorise? Enfin, la posture, elle n'est pas claire et en même temps, on est une figure d'autorité, donc il y a des responsabilités qui vont avec.
problème, c'est quand on ne veut pas les prendre ou qu'on les prend trop. Je crois que les deux posent problème. Oui, qu'on prend celles qui ne sont pas les nôtres, celles du client, par exemple. Oui, À un moment, c'est pas à nous. oui, et puis du coup, si on est responsable du problème de l'autre, pourquoi l'autre ferait quelque chose pour changer? Aucune raison. Finalement. Très pratique. Pour avoir baladé quelques thérapeutes dans ma vie, je le sais, ça m'est arrivé. Juste parce que je trouvais ça marrant. C'est horrible, mais c'est vrai qu'en plus, quand on connaît les outils d'hypnose, on peut quand même balader. Et du coup, moi, je m'amusais à balader. Bon, après, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que travailler sur moi, ça allait me faire du bien, pour de vrai. Mais c'est légitime aussi d'avoir peur, et c'est légitime de fuir, et c'est légitime de... Je crois que les deux font comme ils peuvent, en vrai. Ouais, donc se calmer et juste dire ouais, je fais comme je peux. Et puis des fois, les deux sont en panique dans la séance. C'est presque drôle, en fait. Ce moment, on est tous les deux en panique et qu'on se dit, bon, bah là, au moment où tu paniques, je panique. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on le sait? Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu te sens... Enfin, moi, j'ai plus confiance dans les gens qui assument juste leurs limites, quoi. Mais pour les assumer, il faut les connaître. Ouais, d'où le travail de connaissance de soi qui est important, je pense, à faire. Pour moi, c'est le truc le plus essentiel. Pour moi, n'importe qui peut devenir thérapeute, mais pour devenir un bon thérapeute, il faut se connaître. Parce que sinon, on est la résistance de la séance et ça, c'est dommage. Je crois que la relation est très thérapeutique en soi, juste le relationnel. Et ça, souvent, on n'y fait pas attention. Et c'est pas parce qu'on a fait une semaine de travail sur soi pendant 20 minutes, avec des exercices, avec des gens qui étaient gentils, bienveillants, et qu'on est prêt pour affronter le vrai monde et les vrais problèmes des gens, qui, eux, résistent, qui ont peur, qui ne veulent pas faire gentiment ce qu'on leur dit parce qu'il faut réussir l'exercice. Moi, j'ai mis du temps à me sentir légitime, mais légitime d'être thérapeute. Et c'est encore des questions que je me pose tous les jours. Et des fois, j'ai des clients, je me dis, waouh, par mon âge, par le fait que des fois, je traite des trucs où, je sais pas, quand je traite des gens qui ont des problèmes de mariage, de divorce, et que moi, je n'ai jamais vécu ça, c'est compliqué de rentrer dans des histoires comme ça. Se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans la vie. Des fois, on change des trucs de dingue. Parfois, les gens prennent des décisions incroyables devant nous, qu'ils n'ont jamais... Parfois, ils disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne devant nous. C'est une responsabilité quand même. Hein. C'est une grosse responsabilité, de confiance, de... Ouais, et en même temps, si on la prend trop, cette responsabilité, ça pose un problème pour nous et pour l'autre. C'est une limite que je ne connais pas. Je pense que chaque personne, chaque moment, chaque séance mérite de réfléchir, de se positionner. Je pense que la limite bouge suivant la séance, en fait, suivant la personne que tu as en face de toi. Ouais, et puis il y a des clients qui nous touchent plus que d'autres. Le cadre est super important. Pour moi, on est responsable du cadre. Après, ce qui se passe à l'intérieur du cadre, surtout quand on est en hypnose, franchement, entre ce qu'on croit, ce qui se passe, que l'autre, ce qui se passe, et ce qui se passe à la fin, des fois, on n'est pas tous au même niveau. C'est pour ça que moi, j'adore l'hypnose rapide. On se rend bien compte que c'est incontrôlable, ce truc-là. L'hypnose en elle-même est incontrôlable. Personne ne sait ce que c'est, finalement. Du coup, on travaille quand même à un truc, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc, c'est normal qu'on ait peur, en fait. Ce qui m'inquiète, moi, c'est ceux qui sont persuadés de savoir ce que c'est et qui l'impliquent de cette façon-là. Tellement de belles façons de rentrer en transe, de sortir. Il y a des limites. Enfin, y a-t-il une seule induction qui fonctionne? Je ne crois pas. Tellement de choix possibles. Ouais, et puis quand commence l'induction? Pour moi, l'induction, elle commence quand la personne elle passe au téléphone, quand ils t'appellent, quand ils font un rendez-vous. Moi, il y a des gens ça me fait beaucoup rire quand les gens me disent, mais on a fait de l'hypnose, là? Non, pas du tout. On a juste marché avec des dragons sur des volcans et puis on a mangé du magma, mais sinon tout va bien. On n'a pas du tout. Et je finis par en rigoler et je leur dis, vous voyez, on peut faire de l'hypnose des yeux ouverts, on peut faire de l'hypnose en criant, on peut faire de l'hypnose en chantant. On n'est pas obligé de fermer les yeux et d'être avec des papillons. On n'est pas obligé. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire, même si c'est cool aussi, mais après, la sophro, ça ressemble aussi un peu à des moments. La PNL, est-ce que la PNL déclenche pas directement de l'hypnose? La limite de l'hypnose, je ne la connais pas. Et je trouve ça merveilleux de tous les jours se rendre compte qu'il n'y en a pas. Donc, c'est un super méga grand outil gigantesque qui fait des miracles et dans lequel nous, on passe et on ne sait pas trop ce qui se passe non plus. Et
Et du coup, je comprends que les gens aient peur. Ouais. C'est-à-dire, si même moi, après ce que j'ai vu dans ma vie, dans les spectacles et tout ça, j'ai encore peur des fois de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? C'est flippant ce qu'il fait. Je comprends pourquoi les gens qui connaissent rien. Et en même temps, l'hypnose, c'est magique. Le truc de l'hypnose, c'est que l'image qui a été véhiculée pendant des années avec Mesmer, avec tout ce qu'on apprend de l'histoire de l'hypnose, comment ça s'est répertorié dans le temps. Oui, c'était une position haute, oui, c'était de la fascination, oui, c'était du spectacle, oui, c'était un super pouvoir. Et en même temps, est-ce que nos politiques ne le font pas déjà tous un petit peu? Est-ce que la publicité ne fait pas ça non plus? Oh, tu es taquine. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un truc très humain, finalement, l'hypnose, dans lequel est-ce qu'une mère qui raconte une histoire à ses enfants, c'est pas déjà un petit peu de l'hypnose? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Moi, je préfère me dire que c'est très grand et que c'est bien plus grand que moi et que je me balade dedans et que des fois, j'embarque les gens à l'intérieur. Du coup, j'ai moins peur. Pas besoin de se dire que c'est un échec. On traverse un moment ensemble et puis on voit où ça nous mène, quoi. Donc, en fait, c'est tes croyances sur l'hypnose qui t'ont aidé à passer ces peurs-là Complètement. d'échecs, de machin. C'est parce que je me suis pris des moments de doute existentiel sur moi-même, sur qui j'étais, sur l'hypnose en elle-même. Je me dis, mais est-ce que ça existe finalement, l'hypnose? Est-ce que c'est pas juste réfléchir et imaginer? Parce que si c'est juste ça, ça vaut pas le coup que je me mette la pression. Si c'est juste imagine, ferme les yeux et imagine quelque chose et imagine-le vraiment, tout le monde est capable de le faire. Et en même temps, des fois, il y a des jours où on est mal luné, ça passe pas. Et moi, le nombre de fois où je suis arrivée avec des pancartes dans la rue pendant des heures et qu'il y a des gens qui m'ont dit j'ai peur, qui m'ont dit oh, je veux pas, ou alors hypnotisez-moi, mais vous n'allez pas y arriver, les provoque. Et en même temps, tout ça, moi, ça m'a fait. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai un peu peur, je dis oui, oui, c'est bon, allez. Regardez le magma là-bas, vous voyez? Ouais, là, très bien. Et je ne négocie même plus, en fait, parce que je sais que si j'y crois dur comme fer, ça suffira à ce que la séance avance. Par contre, si j'y crois pas, ça va être compliqué. Si je dis à la personne tu vas marcher sur la Lune et que j'y crois pas, je remarque que finalement, le truc qui fait la différence, c'est d'y croire. Pour ça, plus on croit en l'hypnose, plus elle fonctionne. Si on n'y croit pas, faut juste changer d'outil, en fait. Il y a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus réalistes, mais l'hypnose... en fait, il faut être sûr de ces outils, quoi. Il faut croire à ton outil. Ouais, parce que finalement, tous les outils se valent, d'après moi. Ouais, donc quand on parle de grande confiance en soi, machin, patin, en fait, c'est plus la confiance en l'outil qui peut être intéressante. Et ce que je remarque, c'est que chez toi, c'est beaucoup passé par l'action aussi. C'est quand même pas, t'es pas resté au fond de ton lit à attendre d'avoir confiance. T'y allais, quoi. Je me suis forcée. Hein. Au début, j'avais un peu peur, hein, mais quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire en spectacle et qu'on pouvait faire en hypnose de rue, je me suis dit, mais en fait, l'hypnose, ça peut créer du mouvement rapidement. C'est ce qui est magique dans cet outil. On peut, grâce à l'hypnose, on peut aller dans le temps, ce qui est quand même génial. Il n'y a pas beaucoup de thérapies qui proposent de se balader dans le temps. On peut se balader dans le temps. On peut incarner des personnages du temps. On peut prendre des ressources dans le temps. Donc, il y a cette notion de temporalité qui est extraordinaire, qui n'est pas beaucoup présente dans les autres outils. On peut vraiment incarner la petite fille, incarner le soi du futur. Donc ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais quitte à l'incarner, je me suis dit autant l'incarner comme si c'était vraiment nous, quoi. Entre un enfant qui décide d'être un cow-boy et qui y croit dur comme fer et qui se prend pour un cow-boy et un adulte qui, pendant 5 minutes en hypnose de rue, devient un cow-boy, pour moi, il n'y a aucune différence. On est tous capables de le faire. C'est pour ça que quand les gens me disent « mais ils sont payés, les gens à la télé ?» Je leur dis « mais non. Tu es capable d'imaginer que tu as un goût de fraise dans la bouche. Oui, tu es capable. Maintenant, c'est juste qu'avec un peu de tranche, ça va devenir un peu plus réel jusqu'au moment où tu vas vraiment te demander s'il y a de la fraise dans ta bouche. Et le cerveau est capable de faire ça. C'est très humain, l'hypnose. On est bien capable de s'imaginer, d'avoir peur à l'avance sur des situations qui n'arriveront jamais. Bien sûr. Le cerveau adore faire ça. Ça nous soi-disant rassure. Mais moi, oui, c'est très bien faire ça. Moi, je le vois bien quand je travaille les phobies et que la personne, le simple fait d'imaginer que la chose soit là, lui fait le même effet que si elle y est. Alors qu'elle n'est pas là. Est-ce que c'est pas déjà un petit peu de l'hypnose, ça? Complètement. Du coup, où est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'un problème, c'est pas juste une transe qui tourne en boucle, qui s'arrête jamais? Je suis en train de me confusionner là. Dans 2 minutes, tu me dis dors, c'est bon. Ok.
Moi, l'hypnose, c'est réveiller les gens, c'est leur rappeler qu'ils sont humains, qu'ils savent faire tout ça et qu'en fait, c'est juste que pour l'instant, ça fonctionne, mais pas contre eux, mais ça fonctionne sans qu'ils s'en rendent compte. Du coup, leur apprendre, c'est pour ça que pour moi, même en hypnose rapide, c'est de l'enseignement que je fais. J'enseigne aux gens à comprendre comment ils fonctionnent. Même en faisant une catalepsie, les gens ils disent waouh, c'est incroyable ce que je suis capable de faire. Et moi, c'est vraiment ça mon objectif. Beaucoup plus que tiens, c'est incroyable ce que cette hypnotiseuse est capable de faire. Moi, je suis émerveillée par ce que les gens sont capables de faire. Les sujets m'impressionnent toujours. Mes clients sont impressionnants. Des fois, je les vois sortir des trucs. Je me dis, mais waouh, incroyable. Je trouve ça beau, en fait, de les accompagner. Mais je sais très bien que je mets ma petite touche. Je suis là. Mais des fois, je suis juste la sécurité nécessaire. Je suis peut-être juste là, en fait. Peut-être c'est juste ça qu'ils me demandent. Ouais, d'être là, de mettre une sécurité pour qu'eux ils puissent s'exprimer là-dedans, en fait. Et puis de leur dire regarde à gauche, t'as jamais regardé à gauche, ce serait peut-être bien de regarder de ce côté. mais voilà, quand on est dans son problème, on est en fusion avec son problème, on a du mal à. Moi, je suis un peu le phare à l'extérieur, quoi. Mais c'est pas parce que je suis le phare que je suis la solution pour autant. Parfois, on regarde partout et on se dit qu'il n'y a pas de solution, et parfois, la non-solution est thérapeutique. Je trouve aussi, en fait, que je crois que le rapport humain est thérapeutique en soi. Mes plus belles séances, c'est pas celles où j'ai sorti mes plus beaux outils. C'est pour ça que les outils, c'est super important. Mais être un humain et avoir un humain en face de soi, ça suffit pour qu'il se passe des choses extraordinaires. Juste les outils, je sais pas. Ouais, je pense que des fois, juste, on perd ce truc-là d'humain à vouloir trop connaître l'outil ou à vouloir faire parfait, faire machin et tout. C'est dommage de perdre ça. Si on est dans la réussite, dans l'envie de réussite, on oublie qu'en fait, c'est avant tout un partage, une thérapie, c'est avant tout un moment humain. Que si on met l'objectif en premier, le coaching est bien pour ça. Hein. Le coaching, c'est l'objectif, l'objectif, l'objectif. Bon, moi, j'ai tendance à croire que quand on fait de l'hypnose, on ne devrait pas être dans cet état d'esprit-là. Pour avoir été formée au coaching aussi, pour moi, c'est très différent l'approche. Il y a des gens qui ont besoin d'être poussés, qu'on les pousse, et ça, le coaching, c'est génial pour. Et puis, l'hypnose, on peut faire tellement de nuances, de profondeur, de non-profondeur, des longues séances où on fait des longues métaphores, et puis des trucs très sérieux, et puis des petites catalepsies, et puis voilà, on se diversifie, et du coup, là, ça devient des séances magnifiques, en fait. Où je trouve que les plus belles séances, c'est celles où on ne sait plus qui lead qui. Donc ça ne te dérange pas, toi, de laisser ton lead, par exemple, de temps en temps? C'est pas un problème. Pas du tout. Non, parce que je sais le reprendre au moment où ça me semble légitime de le reprendre, et du coup, je ne me sens pas dans une guerre de pouvoir avec l'autre, ou de guerre On de peut réussite. entendre parfois le truc, il faut absolument garder ton lead, machin, ton truc. Il y a des moments où il faut savoir, en fait, des fois, donner le lead, enfin faire croire qu'on donne le lead, c'est le meilleur moyen de le récupérer aussi. C'est une forme de lead aussi. C'est une super stratégie. En fait, moi, je ne perds jamais le lead puisque je le donne, donc c'est pas un problème. C'est ma super stratégie. Mais en soi, évidemment que j'ai pas envie que la personne se sente contrôlée. En tout cas, moi, c'est une de mes peurs réelles, que la personne, elle se sente redevable, qu'elle se sente contrôlée, et qu'elle parte de la séance en me disant tu m'as fait quelque chose. Au secours, quoi. C'est vraiment la seule chose que moi, pour moi, c'est un échec, ça. Pour moi, j'enseigne à chacun de mes clients. Pour moi, c'est de l'enseignement que je fais. La rééducation corporelle, de la rééducation de problèmes. mais je me sens pas supérieure à eux. J'ai juste plus d'outils, quoi. Du coup, je leur partage des outils, mais je me sens pas en rapport de force avec eux, quoi. Tu vois, j'avais lu un truc intéressant là-dessus, sur ce rapport-là où l'autre va aller nous dire que c'est nous qui avons fait des choses, mais qu'on peut annuler juste en se faisant payer, en fait, tout simplement. Le fait qu'on paye la séance et que l'échange, il est là-dedans. C'est que c'est toi qui as fait ton truc et tu payes pour que moi, je fasse mon cadre. Et c'était intéressant. Ce que j'avais lu, je m'étais dit, est-ce que ça vient annuler le transfert, enfin annuler, apaiser le transfert ou pas? Écoute, pour ma part, quand j'ai commencé l'hypnose, je ne voulais pas me faire payer. Ok. J'arrivais pas. Parce que je me disais, pourquoi on me paierait pour être une humaine normale? Pourquoi on me paierait pour être une bonne humaine? C'est bizarre quand même comme idée. Genre, je suis une bonne humaine. C'est comme si j'étais une bonne amie et on me paye pour ça. Et un jour, on m'a recadré et on m'a fait cette réflexion. On m'a dit, après avoir bien travaillé dessus, un jour, quelqu'un m'a balancé en PNL un bon gros recadrage
oui, mais en fait, Edwige, si tu te fais pas payer, les gens sont éternellement redevables. Mm. Et là, je me suis dit, du coup, je vais me faire payer. Tout de suite. J'ai plus jamais eu de problème pour me faire payer après parce que je me suis dit, mon Dieu, au secours, je ne veux pas du tout ça. Mais encore une fois, le rapport à l'argent, il est spécial aussi parce que c'est un boulot où on peut bien gagner sa vie, mais les revenus ne sont jamais stables. La vraie question, c'est combien est-ce que ça coûte une séance comme ça? C'est une sacrée question, hein, selon les endroits, selon. Est-ce que si on a fait plus de formation, on peut augmenter son prix? Enfin, ça dépend ce que tu vends, en fait. Est-ce que tu vends des capacités? Est-ce que tu vends ton temps? Est-ce que tu vends un changement? Est-ce que tu te vends toi? Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte sur comment tu vois ce rapport à l'argent. Et puis, il y a des gens qui viennent, ils essayent de négocier les prix, ça arrive aussi. Il y en a, ils vont te dire, ah, c'est quand même un peu cher pour ce type de séance. Enfin, il y a un cadre aussi de l'argent qui est pas facile non plus parce que je trouve que ça joue vraiment sur notre légitimité. Je trouve qu'il est très difficile, surtout au début. Enfin, Oui. on est peu. Enfin, le début, se faire payer, c'est. Moi, j'ai fait du troc au début. Je troquais genre avec des masseuses, des trucs. Je vais faire des massages. Tu vois, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un échange parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'échange, c'est ce que je dis moi quand j'ai des débutants qui me demandent. Vraiment, je leur dis faites au moins du troc ou dites à la personne d'amener un truc, n'importe quoi, parce que sinon, ça crée de la redevabilité. Et là, quand on est dans de la thérapie, on n'est pas comme des relations amicales non plus. La redevabilité, c'est un sentiment qui est odieux dans un système thérapeutique qui ne sera pas cool pour le thérapeute, pas cool pour le client. Et c'est vrai qu'après, du coup, on garde nos clients plus longtemps. Il y en a qui vont sur cette voie-là. Mais moi, je suis super contente quand mon client, il me quitte, quand c'est lui qui me quitte. Et qu'il est content de me quitter en plus. C'est vraiment génial de voir quelqu'un devenir complètement autonome dans ses changements et dans sa connaissance de lui. Heureusement, sinon on ferait de la psychanalyse si on voulait les garder 30 ans. Donc, je fais des accompagnements plus longs qu'avant, mais je ne fais pas quand même des 5-6 ans, tout ça, même si je suis sûre qu'il y a des gens qui reviendront me voir dans quelques années pour d'autres trucs. Ouais, mais ils reviendront prendre ou un nouveau objectif, ou une nouvelle séance, ou une séance de temps en temps pour vérifier que ça va. Mais c'est vrai que, en plus, l'hypnose, c'est assez récent. C'est pas comme si ça faisait super longtemps que c'était un métier accessible. Moi, je suis quand même assez jeune. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon âge. Enfin, il y a plus de gens qui font leur premier métier, mais il y a très peu de gens qui font hypnose en premier métier. Souvent, c'est de la reconversion. Moi, j'ai commencé à 20 ans. Et franchement, il y a 7 ans, il y avait très peu de jeunes. J'ai galéré. J'ai dû écrire des lettres de motivation. J'ai dû passer des entretiens pour être acceptée en formation à cause de mon âge. À cette époque-là, moi, j'étais qu'avec des gens de 50 ans. Je pensais même pas que c'était un métier possible. On m'a jamais dit que je pouvais être hypnotiseuse. C'était pas un truc qui existait, en fait. C'était pas sur la liste au collège pour me dire métier possible. Je connais ton... moi, j'ai fait... C'est marrant, on a le même parcours. Enfin, moi, j'ai commencé par la PNL et j'ai commencé il y a 20 ans aussi, il y a 10 ans. Et c'était pareil, j'ai la plus jeune de toutes les formations. Alors, j'avais des mamans dans toutes les formations. Des mamans et des papas qui t'adorent. Et toi, t'es le petit jeune. Et là, je me faisais coacher en même temps pour des problèmes d'estime de soi et tout. Et j'avais ma coach qui m'avait dit, je lui avais dit, moi, je veux être coach. Je fais le psycho pour avoir un diplôme au cas où. Mais mon but ultime, c'est être coach. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je veux être coach. Et elle m'avait dit, non, mais vous êtes trop jeune, vous ne serez pas coach à cet âge-là. Et là, je la remercie parce qu'en fait, ça m'a tellement saoulée que je l'ai envoyé péter, un truc que j'aurais jamais fait avant. Manque d'estime de soi, pas oser dire non et tout. Et que ça m'a encore plus motivée. Mais oui, c'est compliqué quand tu es jeune et que c'est ton premier métier de rentrer là-dedans avec que des vieux de la vieille, entre guillemets, machin, t'es là, bon. Et puis en étant une femme aussi. Il faut en parler. Ouais. Parce que moi, je me rends compte, depuis que je suis formatrice, 27 ans formatrice, j'arrive dans une salle avec des psychologues, des fois, il y a des gens qui ont 30 ans de carrière derrière eux. Je me pointe. Faut la sentir, la légitimité à ce moment-là, hein, parce que sinon, personne n'écoute dans la salle. Ouais. Et je me rends bien compte que ce truc-là, oui, c'est juste dommage, parce qu'en fait, la légitimité, je crois que dans un monde idéal, ce serait à nous de nous l'accorder. Ce serait à nous de nous dire, bon, là, je me sens, et là, je ne me sens pas, en fait. Ce serait merveilleux qu'on puisse l'accorder aussi, qu'on n'attende pas forcément que les autres. Et en même temps, il y a des gens qui ont fait moins de formation. Je connais les deux types de personnes. Hein. Je connais des gens qui n'ont jamais fait de formation, qui viennent à ma formation hypnose rapide et qui démontent tout. Et ils ont 30 ans de carrière derrière eux, ils arrivent, ils sont en panique totale. Et je me dis, mais c'est fou quand même. C'est pas le nombre de formations qui fait le... Oui.
Et puis, les formations ne sont pas toutes du même niveau non plus. Il n'y a pas de règles dans le monde de l'hypnose. Donc, des fois, il y a des formations de 30 jours où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation? J'ai l'impression que Qu'avez-vous fait? Et puis, il y a des gens, ils ont fait 2 jours et tu te dis, waouh, ça devait être cool qu'on t'a appris parce que tu as l'air d'avoir compris pas mal de choses quand même. Non, puis il y a la formation, puis il y a tout ton travail perso après. Et il y a ta pratique que tu mets en place après la formation. Si tu fais de la formation juste pour bouffer de l'info mentale, si tu ne le mets pas sur le terrain, ouais, et puis, jamais. Je comprends que les gens, parce qu'en fait, les gens, ils viennent pour des tabacs, des trucs comme ça. Et en creusant un peu, ils viennent des fois pour des trucs 1000 fois plus graves que ça, en fait. Et toi, tu sors de ton praticien, tu as un petit protocole pour le tabac, tu es content, mais après, quand l'autre, il vient te raconter tous les traumatismes qu'il a vécu dans sa vie, qui te met tout ça devant, ben, tu te dis, bon, d'accord, j'ai pas vu ça en formation. J'ai pas eu le petit... c'était plus simple quand on faisait des petits exercices entre nous. Oui. Mais comme tu dis, d'où la supervision. Ah ouais, la supervision, et puis jamais s'arrêter. Il y a tellement d'outils qui sont accrochés à l'hypnose. Avoir que l'hypnose, moi, je ne sais pas comment ils font, les thérapeutes qui ont que l'hypnose. Ceux qui ont que l'EFT, par exemple, je ne sais pas comment ils font pour faire des séances que de pur EFT sans rien d'autre. Je me dis, mais comment on peut... Il y a tellement de techniques qui se valent, qui se mélangent, qui... Et puis il y a des connaissances de l'humain qui vont plus loin que ça. Du changement, de la systémie des gens, de la systémie familiale. Enfin, il y a tellement de choses qui jouent sur un humain. Ouais, pour moi, l'hypnose, j'ai toujours dit que c'était un marteau. Avec un marteau, on peut faire des trucs, mais s'il n'y a pas de clou, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Juste la mise en transe, ça ne suffit pas à régler des problèmes. Hein. Il y a des trucs dans cette transe, quoi. Et ce truc-là, c'est pas forcément si enseigné que ça en formation. Non, même pas plein de du gens tout. qui ont des maîtres prates et qui ont certes des protocoles, qui savent faire de la transe. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre la personne en transe. Et puis voilà. Et puis... Il y a quand même plein de formations qui enseignent des protocoles. Enfin, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi une base et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et que tu ne peux pas tout faire sur une formation de 30 jours. Mais il y a les spécialisations aussi, ceux qui font que poids tabac, tout ça. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me dire, mais dis, j'ai fait des spécialisations poids tabac et pourtant, j'y arrive pas. Peut-être parce que le problème, c'est pas le tabac. Peut-être que ça, c'est le problème que tu crois qu'il y a le problème. C'est un symptôme. Ça s'appelle un symptôme. Sans systémie. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour faire des séances sans systémie, sans... Maintenant que je regarde le truc, je me dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté de tout ça? Comment j'ai pu faire des séances efficaces sans savoir ces trucs-là? Et pourtant, on y arrive. Ouais, et pourtant, on y arrive. C'est fou. Ouais. Du coup, il n'y a aucune limite, en fait. Et moi, je me sens beaucoup plus légitime depuis que je dis des fois à mon client, écoutez, là, je vais avoir besoin de réfléchir. Parce que ce que vous me dites, ça fait beaucoup. Donc, je vais prendre un temps pour réfléchir. Pour vous donner un truc efficace, parce que là, c'est trop, en fait. C'est beaucoup. Là, il y a tout ça. Et je vois que vous paniquez. Moi aussi, je panique. Et c'est pas facile de prendre cette posture-là. Hein. Mais moi, elle me sécurise beaucoup. De m'être autorisée à le dire. Je sais dans les moments où je rentre dans la surpuissance. Je sais dans les moments où je suis dans l'impuissance. Des fois, j'en joue. Bon, en hypnose rapide, on peut en jouer à des moments... Voilà. Moi, j'adore beaucoup le pause lecture. C'est un de mes trucs préférés. Parce que j'ai l'impression de gérer le temps, en fait. D'avoir un moyen d'arrêter. Pour regarder Charme, toi. C'est génial. Il n'y a rien de plus dingue que d'arrêter le temps. Pour moi, c'est presque un truc. Et c'est dans ces moments-là, quand je passe ça en rue, je deviens quelqu'un d'autre. Et je fais très attention dans ces moments-là parce que je me sens surpuissante dans ces moments-là. Je le sais. C'est pas grave, parce qu'après, je me rends bien compte que voilà, ça dure 5 minutes, je suis contente, c'est mon ego qui est gonflé à bloc. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai l'impression que c'est moi, alors que pas du tout, mais c'est pas grave. Et après, je refais les choses normalement et je me dis, bon, en fait, ton sujet est extraordinaire. Il a arrêté le temps. Mais ça fait du bien de se dire que ce soit des fois aussi. Hein. On y passe tous. Comme tu dis, le truc, c'est de savoir quand est-ce que tu passes, comment t'en sors. Ouais. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. Enfin... Moi, j'ai toujours dit, position haute, position basse, on peut tout faire. Ouais. Si on sait qu'on le fait. En stratégie, on peut tout faire. La provocation, par exemple, on peut la faire parce qu'on sait que c'est de la provoque. Ouais. Et que c'est pas juste ton ego qui a été touché et que tu as envie de ramasser ton client. Voilà, là, si tu as envie de défoncer ton client, par contre, même si ça nous arrive quand même, hein, on doit avoir envie de le faire, il faut être réaliste. Il y a des moments où on se dit, mais non, je ne suis pas d'accord en fait avec le client. Mais ça, il faut savoir le gérer parce que ça nous arrive à tous, à n'importe quel moment. Et on est tous des bombes à retardement.
Et ça, quel que soit le nombre de savoirs qu'on a dans notre poche, on est des humains face à des humains. Donc, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de l'échec, ben, elle existe chez nous comme elle existe chez l'autre. Il n'y a que les moines bouddhistes qui n'ont pas ce problème-là. Parce qu'ils l'ont traversé. Ils vivent reclus. Je suis sûre que si on les emmenait à Paris, ce serait différent. Ah bah, c'est sûr que quand tu es tout seul dans ton temple, c'est beaucoup plus facile de se détacher. Le détachement est plus simple quand tu n'as rien à t'attacher. Ça, c'est pratique. Donc, ouais, en fait, être humain, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Être humain, c'est compliqué. Déjà, pour nous, c'est compliqué. Comprendre les êtres humains, c'est encore plus compliqué. Aider les êtres humains, c'est encore un niveau au-dessus. Et croire qu'on peut vraiment sauver tout le monde, ça aussi, c'est un sacré problème. Il y a des injustices dans ce monde et parfois, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un client, je crois, c'est lui dire qu'il y a des injustices dans ce monde et juste les regarder. Parce qu'en fait, les injustices qu'il y en a, on ne peut pas en sortir. Et du coup, s'acharner, ça ne sert à rien dans ces moments-là. Mais c'est comme le lâcher prise. J'ai beaucoup de clients qui viennent avec cette demande-là. Et moi, j'appelle ça vraiment des gros mots. Lâcher prise. Moi, si je suis sur une falaise et que j'ai qu'une main qui est attachée, je ne lâche pas. Non. Moi, je fais de l'escalade, lâcher prise, je déteste ce mot. Mais la confiance, la liberté, l'amour. C'est des gros mots valises où tu ne sais pas ce que tu mets dedans, en fait. Je veux me sentir bien, oui. Je crois que le pire, c'est de croire qu'on sait ce que ça veut dire. Parce qu'en vrai, on n'en a aucune idée. Et des fois, même le client, il ne sait pas. Non, d'ailleurs, il ne sait pas. Même pas. C'est quoi la confiance? Je ne sais pas. Ça va être compliqué qu'on en trouve alors. Parce que du coup, si moi, je ne sais pas et toi, tu ne sais pas, on n'est pas là. On cherche un truc qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Et souvent, c'est ça. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas encore d'école qui le montre, ça, qui le disent. En fait, ça devrait être obligatoire de faire des séances entre les modules pour se rendre compte que la réalité est plus compliquée, en fait. C'est beaucoup plus complexe quand on est dehors tout seul, qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous faire une supervision et un retour de notre séance. Ça, c'est la vraie vie. Et quand on veut faire ce métier, on est seul, en fait. Mais du coup, je garde le tip, se pratiquer le plus vite possible, quoi. Entre les moments de formation, pour se rendre compte de la réalité, quoi. S'entraîner à l'échec. Ouais. Plus on s'entraîne à l'échec, moins c'est un problème, en fait. Parce qu'il y en aura des échecs, de toute façon. Il y en a toujours. Heureusement, d'ailleurs. J'aime bien cette idée de s'entraîner à l'échec. S'entraîner à l'échec. Partir en mode jeu, allez, je vais avoir des échecs, des échecs, des échecs. Pour moi, un échec, c'est juste un très bon moyen de rebondir. Comme j'adore rebondir, ça me va. Et puis, ouais, le client aussi, il est en échec, donc autant l'accepter, quoi. Lutter contre ça, c'est compliqué. Un dernier tips que tu aurais pour les gens qui... Alors, je vais mettre les gens, mais je vais même mettre carrément les nanas qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas pratiquer. Soyez des hommes. Non, je rigole. Non, je viens de me pourrir tout le podcast. Non, j'ai été éduquée comme ça. C'est pour ça que je dis ça. Non. En fait, une femme, ça peut être forte. Il y a plein d'images féminines qui sont très fortes. Une femme, ça peut être douce, ça peut être forte. Un homme, ça peut être doux. Un homme... Nos clients, ils ont besoin de savoir ça. Ils ont besoin de savoir ça. Et puis, s'ils viennent, c'est sûrement qu'ils vous ont choisi. Donc déjà, vous pouvez au moins vous enlever ça de la tête. S'ils sont là, c'est qu'ils vous ont choisi. D'une façon ou d'une autre. Hein. Donc déjà, il y a de la légitimité quelque part. Vous avez été choisi. C'est déjà pas mal. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, si vous avez des doutes, faites-vous superviser. Tout simplement. C'est humain d'avoir des doutes. Regardez, vous avez un client qui vient et qui assume qu'il ne peut pas se débrouiller toujours tout seul. Eh ben, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'assumer que parfois, vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul. Tout simplement. Accepter que ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on sait mieux que l'autre. Du coup, un bon thérapeute, il a besoin lui aussi d'un thérapeute. Et quand on fait ce métier longtemps, je crois que c'est très important d'en avoir un sous la main quand même. Et puis la supervision aussi. Et puis continuer à vous remettre en question. C'est la bonne voie en fait. C'est quand il n'y a plus de remise en question que ça pose problème. C'est pas le meilleur métier pour être à fond dans l'équilibre. Et je crois qu'on fréquente trop le chaos pour vouloir réclamer l'équilibre.
On va terminer là-dessus parce que c'est sublime. Merci beaucoup. Merci. C'était autiste, hein, donc c'est très engagé bouddhiste, tout ça, mais c'est un peu ma vision de ça a du sens. Voilà pour cette seconde interview, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à faire passer, à vous inscrire à la page Instagram Oser se lancer, le podcast. Et encore merci Edwige pour cette interview qui était passionnante. On se retrouve sur le prochain épisode avec Julie Guichard avec qui nous allons discuter du syndrome de l'imposteur.